Ça tombe bien, j'ai oublié mes notes, donc ça va être peut-être plus court, j'ai tendance à parler beaucoup. Alors à la base, c'était Fermian qui devait présenter ce thème, qui est jeune européen et à l'UF. Il y a des examens, donc j'ai pris sa place. Moi, c'est un thème qui me parlait particulièrement, cette notion de nationalité et de citoyenneté, qui sont des notions différentes, même si on a tendance un peu à les assimiler. Parce que j'ai fait un mémoire sur la liberté de circulation et le droit de séjour des populations roms en Europe. Un peuple, si on veut dire, non, j'irais des peuples, parce qu'ils sont très différents, qui ont que faire des frontières et du critère de nationalité. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant, et j'ai une vision assez juridique, juriste de la chose. Donc je suis parti un petit peu sur cette notion de nationalité. Qu'est-ce que la nationalité et est-ce différente de la citoyenneté? Déjà, premier constat, il y a des États où ce sont deux choses qui sont déconnectées. De tête, il y a la Nouvelle-Zélande et le Chili. Déjà, il y a ces deux exemples-là. Où la citoyenneté est résidentielle. Nous avons des droits et des devoirs parce que nous vivons dans un espace ensemble, il y a une volonté de vivre ensemble, et donc nous avons des droits et des devoirs. Peu importe si nos parents sont nés dans le pays, c'est le critère de résidence qui prévaut. Donc cette citoyenneté-là est déconnectée de la nationalité, alors que dans certains États comme la France, c'est quand même assez lié. Par rapport à l'histoire, la nation, pourquoi est-ce qu'on a inventé ce terme de nation? C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose de créé par l'homme. Et le but de s'exposer, c'est de montrer un peu que ça devient de plus en plus dépassé. Et pourquoi dépassé? Parce que ça peut devenir dangereux. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire de la guerre, je pense que dans notre exposé on l'a déjà assez démontré. Le nationalisme exacerbé peut être dangereux. Ça a été important et utile de créer cette notion quand on a aboli la monarchie et on avait besoin de fédérer des gens et leur faire comprendre que le vivre ensemble, ça ne dépendait plus d'un roi, mais d'une nation. Est-ce qu'aujourd'hui, plus tard, on a eu des avancées démocratiques, est-ce qu'on pourrait dépasser cette notion de nationalité et se concentrer sur le vivre ensemble? Ça fait penser un peu au contrat social, développé par plusieurs auteurs. C'est un peu ça. Nous vivons ensemble sur un territoire donné, peu importe l'échelle, et nous acceptons de nous soumettre à des règles, des normes, des devoirs, et nous bénéficions également des droits. C'est un contrat volontaire, si on n'est pas d'accord avec ces normes, il n'y a pas rien. Et déconnecté du terme de la nationalité, il y a beaucoup moins de délais possibles. Parce que ce critère de nationalité peut être excluant. Par exemple, la nationalité est liée aux mythes historiques. La Révolution française, telle qu'on l'apprend au collège ou au lycée, ça paraît très beau. Quand on arrive à la fac d'histoire ou de droit, on apprend que n'était pas beau. Robespierre, c'était pas forcément un très démocratique. Au lycée, c'était un des grands héros de la Révolution. Donc, on gomme un petit peu cet aspect-là pour avoir ce mythe de la Révolution française, du siècle des Lumières, et puis ça a été pareil pour plusieurs périodes de l'histoire, surtout celle-là. Donc il y a ce mythe-là. Et bon, c'est peut-être maintenant un peu dépassé, on ne le dit plus, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de nos ancêtres les Gaulois. Moi, dans ma classe, il y avait une phare. Ses ancêtres n'étaient pas plus Gaulois que nous, et pourtant elle est autant française que nous. Donc, à un moment donné, bien sûr que l'histoire, il ne faut pas l'oublier, c'est important, mais il ne faut peut-être pas que ça soit la seule chose qui me caractérise. Parce que Farah n'est pas moins française que moi. J'ai des ancêtres polonais et je ne suis pas moins français que quelqu'un d'autre qui a ses deux arrière-parents français. Donc, il faut ne pas oublier l'histoire, c'est pas le but, je suis jeune, je vais être tourné que vers l'avenir, je ne suis pas aussi caricatural, mais il ne faut pas qu'on soit défini que par ça. Et certains pourront penser, si on le dit comme ça, se servent de ce qu'ils appellent le patriotisme, et qui est en fait le nationalisme exacerbé, pour exclure des gens. Et on parle de Français de deuxième, de troisième génération, et on classe les gens. Et est-ce qu'on ne devrait pas se déconnecter de ce critère de nationalité pour dire, bon, aujourd'hui on est français, peu importe,
on vit sur un territoire donné, peu importe d'où on vient nos origines, et on accepte de se plier à des normes communes. Et c'est une soumission à la norme volontaire. Ça permettrait donc de gommer ce nationalisme exacerbé, qui peut donner lieu à des discriminations qui sont de fait, mais également des discriminations juridiques. Bien. Ah, bon, ça va. Des discriminations juridiques. On va revenir un petit peu sur l'Union européenne, telle que une directive qui est très controversée, la directive des travailleurs détachés, qui sont des travailleurs, on va partir sur les clichés, polonais, roumains, qui ont travaillé en France et qui n'ont pas le salaire des Français. Pourtant, ils travaillent sur un territoire français. Et ça fait beaucoup parler à raison. Beaucoup de personnes, et ces personnes sont cataloguées fascistes, racistes. Donc ça peut aussi se comprendre quand on se retire de ce critère de nationalité. Ces gens viennent travailler sur un territoire donné, mais ne sont pas payés comme des travailleurs qui restent là régulièrement. Et donc, détacher ce critère de nationalité, ça permet de remettre les choses en perspective. Il y a également, par rapport au droit de l'Union européenne, des discriminations juridiques qui se font. Par exemple, et là c'est le côté un peu négatif, c'est la liberté de circulation, une fois qu'on l'utilise, on attire des droits. Très bien. Par contre, quand on ne circule pas, on n'a pas de droits par rapport à la directive de la liberté de circulation et du droit de séjour. Donc un Français qui ne voyage pas, il ne bénéficie pas de ses droits, un Français qui voyage et qui revient en France peut bénéficier de certains droits qu'on n'a pas sur le pouvoir de voyager. Et là, ça s'appelle des discriminations à rebours. Là, c'est un concept peut-être un peu plus juridique et complexe, je ne vais pas aller très très loin, mais on voit une discrimination qui se fait entre deux citoyens français. Alors c'est minime, hein. Tout de suite il y a une jurisprudence, mais c'est assez minime. Et là on voit que la nationalité a été dépassée, puisque la citoyenneté de l'Union européenne n'est pas connectée à une nation, mais plutôt à plusieurs nations, c'est dépendant des États membres. Et là c'est un peu l'excès inverse, où on a des discriminations et on a dépassé peut-être un peu plus loin ce critère de nationalité. Et moi j'aimerais plutôt qu'on réfléchisse sur la citoyenneté sur un territoire donné, une égalité juridique et de fait sur un territoire donné. C'est le vivre ensemble, nommer de toute idéologie politique, parce qu'il y a certains partis qui disent souvent ce mot comme un mot-clé, le vivre ensemble, certainement plus souvent au PS. Je veux vraiment le dire de façon neutre, c'est un peu le contrat social déconnecté du terme de la nationalité. Donc voilà, et on voit que la citoyenneté européenne est intéressante parce qu'elle est un peu à mi-chemin. Elle n'est pas totalement déconnectée de la citoyenneté, de la nationalité, pardon, parce qu'elle dépend de la citoyenneté des États membres. Celle des États membres est connectée à celle de leur nationalité. Mais on voit qu'on commence à essayer de dépasser ce critère de nationalité et ça crée des complications juridiques parfois qui font réfléchir. Et moi qui m'ont permis, à travers ces difficultés juridiques, ça m'a permis d'essayer de m'extraire du critère de nationalité et de revenir un petit peu plus en politique et en théorie. Dernier petit point, alors là par contre je vais faire un petit flashback, parce que j'avais pas mes notes. Un argument supplémentaire, c'est par exemple au niveau du droit de vote des étrangers, en domaine politique, polémique, pardon. Lorsqu'un Français réside à l'étranger, il peut voter pour les élections présidentielles en France. Alors ça fait des années qu'il est aux États-Unis et qu'il n'a pas l'intention de revenir. Pourquoi est-ce que lui a plus le droit de voter qu'un étranger qui est là depuis 3 ans en France et qui compte rester toute sa vie en France? Là, par rapport au contrat social et au terme de vivre ensemble, ça perd complètement son sens. Parce que le Français de l'étranger, de par son sang, a plus de droit de décider d'avoir un impact sur le vivre ensemble en France, alors qu'il est déconnecté de ce territoire.
qui n'est pas déconnecté de la culture, qui est conservé sa culture française, de se sentir français à l'étranger, donc il peut conserver sa nationalité. Par contre, du point de vue de la citoyenneté et du droit de vote, pour moi, ça n'a plus de sens. Le fait que lui ait plus de droits que quelqu'un qui s'implique dans le vivre ensemble et dans le contrat social. Non, mais moi ça m'intéresse, parce que bon, je suis moins spécialiste que Fergan, ça m'intéresse beaucoup qu'on discute de ça. Et moi j'avais une approche assez juridique, donc je n'ai pas voulu trop vous ennuyer avec ça, mais et moins théorique, avec moins, je cite beaucoup moins d'auteurs que Fergan par exemple. Et j'aimerais bien qu'on échange par rapport à ça et voir ce que vous en pensez et essayer de voir qu'on reste assez concret sur des exemples. Est-ce que ça vous semble saugrenu de parler de la directive des travailleurs détachés sur les notions de citoyenneté ou de nationalité? Est-ce que vous voyez d'autres exemples?